Bonjour à toutes et à tous. Il fait bien chaud aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, mais nous sommes vaillamment toujours debout avec César Armand, Jean-Philippe, mon collègue, et nous recevons Benoît Bazin, le patron du groupe Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour. Alors très vite, parce que évidemment nous avons pris un peu de retard, mais on va essayer de discuter avec vous de tous ces enjeux de la rénovation du bâtiment. On est engagé dans une transition écologique. Il va y avoir un conseil de planification que vous attendez sans doute comme nous tous avec beaucoup d'intérêt, mais vous n'avez pas attendu la planification pour mettre en place un certain nombre de choses, et le gouvernement non plus d'ailleurs. Sujet, c'est MaPrimeRénov', c'est les passoires thermiques, c'est comment faire en sorte de décarboner ce secteur du bâtiment qui représente grosso modo plus de 30% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre. Alors, face à ce plan, est-ce que Saint-Gobain est prêt à engager cette rénovation, ce grand schéma de rénovation, ce grand plan de rénovation des logements en France et des bâtiments publics? Toute la stratégie de Saint-Gobain, c'est d'être leader mondial de la construction durable. C'est vrai sur le neuf en construction frugale, c'est vrai aussi de la rénovation. Puisque en Europe, 85% des bâtiments d'aujourd'hui seront là en 2050 et donc il faut les rénover. Donc Saint-Gobain est prêt. Saint-Gobain fait d'ailleurs énormément de formation des artisans par les 2000 agences de négoce, point P que nous avons partout en France, à moins de 9 km de n'importe quel chantier de maison. Nous avons toute une offre de produits. Avec une trentaine de produits de Saint-Gobain, on peut diviser par 6 ou 7 la facture énergétique d'une maison. Donc ça vous fait une rénovation à 250-300 € du mètre carré. Ça vous fait gagner 3 classes de diagnostic de performance énergétique, une revalorisation patrimoniale. Et donc ça marche, la rénovation énergétique en France. Une petite question sociale simplement, et on va parler de MaPrimeRénov' bien sûr avec César qui est un grand spécialiste, mais quand on regarde l'ensemble de cette transition écologique pour un ménage de classe moyenne, entre la voiture électrique qu'il faut décarboner, l'éventuelle pompe à chaleur si on sort de sa chaudière à gaz et la rénovation du logement, on parle de une année et demie, voire 2 années de revenus pour un ménage. Pour un ménage modeste, ça va être insupportable. Comment les aider? Est-ce qu'il faudra subventionner les ménages les plus pauvres pour les aider dans cette direction? Alors moi j'appelle depuis quasiment 2 ans le gouvernement à viser une transition juste. Qu'est-ce que j'appelle par là? C'est de cibler tous les efforts sur précisément les bâtiments F et G. Ce sont ceux-là qu'il faut rénover en premier parce que ce sont les bâtiments les plus émetteurs de CO2. Ce sont des bâtiments qui vont sortir du marché du logement en 2025 ou dans 2028 s'ils ne sont pas rénovés. Et ce sont des bâtiments avec des ménages à revenus modestes, en précarité énergétique. Et donc il faut que leur reste à charge dans les travaux de rénovation soit très faible. C'est d'ailleurs ce que le Sénat, dans la commission d'enquête sur l'efficacité des dépenses publiques en rénovation énergétique, a prôné doubler la prime rénov' de 2,5 milliards à 5 milliards et la cibler sur les bâtiments F et G, notamment sur les revenus modestes, pour que le reste à charge soit beaucoup plus faible qu'aujourd'hui et que les travaux soient réalisés soit en monogeste, soit en rénovation globale multigeste. Donc oui, il faut aider pour que la transition soit juste, soit acceptable pour tous. Et dans le bâtiment, la bonne nouvelle, c'est que la solution technique existe. On peut diviser par 6 ou 8 la consommation d'énergie. Et donc la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Les ménages modestes, ils vont voir leur facture énergétique fortement baisser. Ils doivent être accompagnés avec un reste à charge beaucoup plus faible que ça n'est le cas aujourd'hui. Vous défendez depuis quelque temps, je ne sais pas si c'est depuis 2 ans, l'idée du passeport rénovation pour aller vers la rénovation globale. Et vous avez poussé aussi cette idée auprès du ministre du Logement, Olivier Klein. Est-ce que vous avez trouvé écho dans le travail des sénateurs ? Oui, parce que les sénateurs reconnaissent qu'il faut aller vers de la rénovation globale. Ils reconnaissent également ce qui est très important et ils le soutiennent. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acteurs. Ils ont interviewé plus de 170 personnes qui ont dit la même chose. Il faut faire la rénovation dans le bon sens, dans le bon ordre. Il faut rénover l'enveloppe du bâtiment pour diviser l'énergie consommée et après, vous mettez votre pompe à chaleur. Aujourd'hui, les dispositifs demandent de mettre de la pompe à chaleur en premier parce qu'on ne raisonne que sur le CO2. Mais pour un ménage particulier, il se moque à juste titre du CO2. Il veut voir baisser sa consommation énergétique, que ce soit du gaz ou de l'électricité. Moi, je suis contre le fait qu'on force les ménages à passer du gaz à l'électricité en pompe à chaleur. Il faut d'abord baisser la consommation énergétique. J'allais dire que c'est une connerie, on va le dire. C'est une connerie, du coup, de vouloir interdire les chaudières à gaz en 2026 ? Oui, parce qu'il faut d'abord et avant tout isoler le bâtiment pour baisser la consommation d'énergie. Et une fois que vous l'avez baissé, vous en consommez moins. Et si vous avez divisé par 6 ou 7 votre consommation d'énergie, soit vous restez au gaz, mais vous en consommez beaucoup moins, donc beaucoup moins d'émissions de CO2, beaucoup moins de factures, ou alors vous la passez sur une pompe à chaleur, mais qui sera à ce moment-là dimensionnée sur la bonne taille. Sinon, soit elle est surdimensionnée, soit vous devez mettre 4 fois plus de radiateurs sur vos murs pour ne pas grelotter l'hiver, ce que vous n'allez pas faire. Et donc, ça ne va pas marcher en termes de performance énergétique et de confort pour les ménages dans leur logement. Et en plus, ça va coûter très cher puisqu'il faudra tirer 4 fois plus sur l'électricité. Et donc, ça veut dire que vous êtes contre une mesure d'interdiction complète de cette vente des chaudières à gaz, comme c'est envisagé par le gouvernement, parce que
Les gens du secteur du gaz disent il n'y aura jamais assez d'électricité pour tout le monde. En ville, ça sera impossible de mettre des pompes à chaleur dans les petits appartements. Est-ce qu'il ne va pas falloir à un moment donné, il y a un lobby aujourd'hui important de chacun des secteurs, chacun défend, et c'est normal, son domaine, mais est-ce que c'est réaliste cette interdiction? On a vu ce que ça a donné en Allemagne avec une révolte des chaudières. Ça n'a aucun sens, parce que, encore une fois, le sujet n'a aucun sens. D'interdire les chaudières au gaz. Parce que le sujet, c'est de baisser la consommation énergétique du bâtiment, quelle que soit la source d'énergie. Et de changer éventuellement le gaz pour le rendre plus vert, comme disent les gens du gaz. Et une fois que vous l'avez baissé, parce que vous pouvez le diviser par 5 ou 6, à ce moment-là, vous pouvez soit rester au gaz, mais vous en consommez 5 ou 6 fois moins, soit vous passez à l'électrique si vous en avez envie de passer sur une pompe à chaleur. Mais c'est vrai que fondamentalement, en France, on va manquer d'électricité. Donc il y a des endroits où on ne va pas faire de la voiture à pédale, la voiture électrique, il faudra de l'électricité. Les industriels comme Saint-Gobain, quand ils vont électrifier leurs processus qui sont aujourd'hui au gaz, ils vont consommer beaucoup d'électricité. On n'aura pas assez d'électricité. Aujourd'hui, on ne sait pas quel sera le prix de l'électricité décarbonée verte en 2026 ou en 2028. On parle d'industrie verte, on ne connaît pas le prix de l'électricité en 2026. Moi, c'est ça la question que je pose au gouvernement. Donc économisons de l'électricité dans le bâtiment. Si on économise de l'électricité dans le bâtiment, parce qu'on peut quasiment tuer la consommation d'électricité ou de gaz dans le bâtiment, on la gardera pour les secteurs où on en a véritablement besoin. On devrait connaître l'arbitrage sur les chaudières à gaz fin juillet, si j'ai bien compris. Le 28 juillet, fin de la concertation. César, fin de la... Donc, si la décision était l'interdiction, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que ça va forcer les ménages à payer beaucoup plus cher en facture électrique dans quelques années et que là, on va avoir des vrais problèmes sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à des ménages pour le même usage. Encore une fois, le ménage, il a envie de participer au bien-être de la planète, mais il a aussi envie de voir une modification de son usage. Et qu'est-ce que c'est la modification de l'usage? C'est je dépense moins en facture énergétique, quelle que soit la source, et je gagne en confort thermique. Le confort thermique, vous le gagnez si vous isolez vos combles, les façades, les fenêtres, le sol, vous divisez par, encore une fois, 70-80% la consommation d'énergie, et après, si vous voulez vraiment passer du gaz à l'électrique, vous le faites. Mais il faut apporter un bien-être aux usagers, aux ménages dans leur logement. Et il ne suffit pas de rénover son logement individuel, surtout quand on est dans le collectif, sauf que la rénovation des copropriétés, ça patine notamment pour des raisons financières. La dernière fois que je vous avais interviewé, vous me disiez qu'il faut que les banques se bougent. Est-ce que ça bouge, justement, du côté des banques aujourd'hui? Alors ça bouge, notamment les banques mutualistes. La Banque Postale, je ne fais pas de publicité particulière, mais vient de lancer cette semaine un prêt immobilier à impact pour avoir un taux bénéficié si vous augmentez et améliorez votre classe de performance énergétique. Le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, les banques populaires, donc les banques mutualistes, évoluent sur l'accompagnement de la rénovation énergétique. Et je pense qu'on ne peut pas avoir les banques en France qui, pendant 30 ans, ça va prendre 30 ans au moins de faire cette transition énergétique du bâtiment, se désintéresse de la classe et de la qualité énergétique de votre bâtiment, s'intéresse à votre âge, votre profession, votre état de santé, mais pas la qualité énergétique du bâti qu'elle finance. Donc il faut effectivement que les banques accompagnent le mouvement. Certaines ont déjà pris le chemin et je les en félicite. Est-ce que c'est pas aussi un problème de culture française où les prêts reposent sur les personnes et non pas sur les murs C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, dans d'autres domaines, le logement social, la Caisse des dépôts accompagne très bien l'évolution et la modernisation du logement social. Parce qu'elle fait un calcul de retour sur investissement avec les propriétaires de HLM, avec les bailleurs sociaux. Et donc, on a finalement, et c'est un peu contre-intuitif, une amélioration plus rapide dans les logements sociaux de la performance énergétique parce que les acteurs majeurs comme la Caisse des dépôts font ça. Il y a tout un chemin qui est aussi intéressant sur les bâtiments publics, le plan de rénovation des écoles, des hôpitaux. Il y a beaucoup à faire également dans les bâtiments public. Le plan de Christophe Béchu propose 2 milliards sur 5 ans. Donc les choses vont dans la bonne direction sur le logement ou les bâtiments publics. Un des éléments qui avait fait peur, c'est ce début de flambée des prix des matières premières qui a eu un impact sur l'inflation, y compris pour réaliser des travaux. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on atteint un peu le pic et que c'est terminé du point de vue des prix divers pour réaliser des travaux de rénovation des logements? Oui, pour l'essentiel, oui. Il y a même des matières qui ont commencé à baisser, comme le bois, comme l'acier. Donc le pic d'inflation est clairement derrière nous. On est probablement sur un plateau et probablement que ça pourrait baisser d'ici la fin de l'année. Ça pourrait baisser parce que quel est le surcoût en gros aujourd'hui qu'on constate sur un... Par rapport à il y a 4 ans, on est grosso modo sur 20% de surcoût. Donc ça a pris 5% par an, entre 20 et 25%. Mais c'est vrai aussi qu'on est dans un environnement où l'énergie coûte plus cher parce qu'il n'y a pas assez d'énergie, on vient d'en parler. Et donc il faut se préparer à vivre dans un environnement de 3-4% d'inflation et non pas de 1 ou 2 comme on avait autrefois. Oui, mais quand Engie dit récemment que les prix de l'énergie ne vont pas baisser avant 2027, est-ce que c'est pas menacé, cet ralentissement de l'inflation? Alors déjà, si on reste sur les cours d'énergie d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne va pas continuer de monter. Donc ils sont plus élevés
que là où ils étaient il y a 4 ans, et c'est ce qu'on vit nous sur nos matériaux, plus 20%. Donc on ne va pas revenir à la situation d'autrefois, mais on ne va pas réexploser comme on l'a vécu. C'était quand même très lié à la guerre en Ukraine, et là pour l'instant c'est stabilisé, et tous les acteurs ont retrouvé leur marque d'une certaine façon sur ces sujets. Quelles sont vos prévisions 2022, 2023, 2024, 2025 sur la rénovation, justement, sur l'impact que ça peut avoir sur votre activité? Alors globalement, et c'est ça le paramètre macroéconomique, l'Union européenne nous demande de faire x3 en termes de volume d'activité de rénovation sur les 30 prochaines années pour être dans la trajectoire de neutralité carbone. La Première ministre a donné un objectif très juste, très ambitieux, qui est de faire moins 50% en émissions de CO2 dans le bâtiment sur les 7 prochaines années d'ici 2030. On a fait moins 30% en 30 ans, il faut faire moins 50% en 7 ans. Donc il faut sacrément accélérer. Donc il y a beaucoup de travail. Il faut notamment que l'offre soit là. L'offre de produits des industriels est là. Il faut que les artisans, la CAPEB, la Fédération... Donc l'emploi, ça suit, voilà. Embauche. C'est un métier attractif, le bâtiment. C'est un métier moderne. On apporte... Combien d'emplois, d'après vous, sont... Je pense que pour être dans la trajectoire, il faut 200 000 emplois en plus. 200 000 emplois pour la rénovation. Oui, des accompagnateurs rénovation, des diagnostiqueurs de performance énergétique et des artisans pour faire tous ces chantiers dans le bâtiment privé comme dans le bâtiment public. Ce sont des emplois modernes, efficaces, motivants pour le bien-être de la population. Donc venez travailler dans le bâtiment. Merci beaucoup, Merci Benoît Bazin, d'être passé nous voir sur le plateau de la Tribune. Merci. Aux rencontres d'Aix. Merci encore.